Soyons honnêtes, la réalité virtuelle, c'est vraiment... Bien sûr, le domaine a explosé depuis quelques années et on commence à voir apparaître des dispositifs grand public qui donnent l'impression de voir un autre monde, mais malgré ça, ça reste quand même super rudimentaire. Parmi tous vos sens, seule votre vue et votre ouïe bossent pour créer l'illusion d'être ailleurs. L'angle de vision est limité, ça donne la nausée, et ouais, globalement, on y croit moyen quoi. Mais c'est de la merde! Même si on se laisse happer par l'expérience parce qu'elle est fun, on sait qu'on est toujours dans une pièce chez nous. La sensation de présence dans le monde virtuel n'est pas complète. C'est particulièrement flagrant pour les gens comme moi, des râleurs nés avant la fin du XXe siècle qui ont grandi avec le fantasme de technologie qui nous permettrait un jour de vivre d'autres vies. On nous a promis un futur où on pourrait explorer des univers fictifs de l'intérieur, où on ne saurait plus discerner le réel du virtuel, et à la place on se retrouve avec Dance Dance Revolution. On s'est fait enfumer, et c'est un constat qui revient d'autant plus fortement avec la sortie de Cyberpunk 2077. Dans l'univers de ce jeu, issu du jeu de rôle Cyberpunk 2020, il existe ce qui s'appelle la Brain Dance. Cette technologie permet littéralement de vivre la vie de quelqu'un d'autre, de voir à travers ses yeux, mais aussi de ressentir ses sensations et ses émotions. Pendant un moment, on est littéralement transporté dans le vécu d'une autre personne. Les gens peuvent enregistrer leurs expériences et les vendre à d'autres, et il y en a de très différents types. Prendre des drogues dures, vivre ce que c'est que d'être un criminel sans en devenir un, ou même mourir. Voilà, donc la science-fiction nous offre ces idées, et dans la vraie vie, on a ça. Parce que je trouve que le futur n'arrive pas bien vite, je voulais voir ce que propose la recherche scientifique pour arranger ça, et si on arrivera un jour à avoir l'équivalent de la brain dance. Et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est l'utilisation grandissante des illusions dans ce domaine. Prenons un exemple. Pendant le très court laps de temps où nos yeux bougent, ce qui arrive plusieurs fois par seconde, notre cerveau n'enregistre pas les images. On ne voit donc pas le flou de mouvement, ni le fait que nos yeux bougent, et on ne se rend même pas compte de cette pause dans la vision qui s'appelle la suppression saccadique. C'est un véritable tour de magie que fait notre cerveau pour éliminer les informations parasites. Et des chercheurs se sont amusés à ajouter ou à enlever des objets d'une image pendant ce très court laps de temps, et ils se sont rendus compte que les observateurs ne s'en rendaient pas compte. D'autres chercheurs ont appliqué ça à la réalité virtuelle. À chaque mouvement d'œil, ils ont réussi à déplacer légèrement l'image qui était projetée à l'observateur, par exemple vers la gauche. Là où c'est vraiment cool, c'est que la personne avec le casque se réorientait inconsciemment dans cette direction, et grâce à cette illusion, les chercheurs peuvent forcer une personne à tourner en rond dans sa chambre, alors qu'elle pense marcher tout droit dans un univers virtuel. C'est très pratique parce que ça permet de faire en sorte qu'une personne puisse visiter un monde infini en marchant en rond dans son salon. Dans cet épisode, on va voir de nombreuses illusions de ce genre qui seront exploitées par la réalité virtuelle du futur et qui nous feront croire au réel de ces mondes imaginaires. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Léo 3000. Ce que vous venez de voir là, c'est la dernière vidéo qu'a fait mon ancêtre. Et ça continue comme ça longtemps en plus. Il était youtubeur lui aussi, et il semble qu'il ait complètement craqué au milieu du montage et qu'il ait arrêté de faire des vidéos ensuite. Ce qui est peut-être pas plus mal en fait. Comme il n'a jamais pu terminer cette OPSP pour Cyberpunk, ça fait des centaines d'années que ma famille est en litige avec les éditeurs, alors je me suis dit que j'allais résoudre la situation et reprendre le travail de l'ancêtre là où il s'était arrêté. Et pour faire les choses correctement, je vais tenter de garder le même style que les vulgarisateurs du XXIe siècle, donc désolé si on s'endort, mais c'est ce qu'il aurait voulu. La réalité virtuelle, ou VR, était bien mais pas top au début du siècle. Les GAFA avaient investi beaucoup d'argent pour développer des casques grand public, et ceux-ci se concentraient sur la vue et l'ouïe. Ils affichaient deux images légèrement différentes pour chaque œil, pour donner l'impression de voir un monde en 3 dimensions. Ils reproduisaient les mouvements de la tête dans l'espace virtuel, et le son était spatialisé. Voilà, en gros.
Ça marchait pas mal pour certains usages, comme simuler le vertige ou couper des cubes en rythme, mais plusieurs problèmes empêchaient cette technologie de s'appliquer vraiment partout. Et c'est assez logique si on considère les choses dans leur contexte historique. Dans une publication pionnière parue en 1965, Ivan Sutherland détaille sa vision d'un dispositif qui pourrait simuler la réalité. Selon lui, un tel appareil devrait stimuler le plus de sens possible, en incluant l'odorat, le goût, le toucher et le retour de force des objets que l'on saisit. On retrouve des traces de telles idées dès le milieu des années 1950, avec l'invention du Sensorama, une boîte dans laquelle on mettait la tête et on regardait un film en 3D où tous nos sens étaient stimulés pour former une expérience cohérente, j'imagine. Et avant ce prototype, la science-fiction avait déjà flirté avec l'idée de casques virtuels, notamment avec les lunettes de Pygmalion, et c'est Ivan Sutherland qui tentera le premier de faire quelque chose de concret. Il invente l'épée de Damoclès, un casque tellement lourd qu'il était pendu depuis le plafond. Délicieusement old school, il utilisait un tube cathodique par œil et permettait de faire apparaître des images en 3D en surimpression de la vue normale. C'était donc techniquement plus de la réalité augmentée, qui ajoute des objets 3D à la vision, que de la réalité virtuelle, qui remplace toutes nos perceptions, mais ne chipotons pas, et d'ailleurs les décennies qui ont suivi ont apporté de nouvelles idées. La NASA développe un casque, littéralement un casque de moto en fait, puis un autre, puis les années 90 débarquent avec de nombreux dispositifs qui tentent de faire rentrer la réalité virtuelle dans les chaumières via les jeux vidéo. Les modèles sont aussi nombreux que les constructeurs. Sony lance Glastron, qui n'est rien d'autre qu'un écran collé sur le visage, mais qui est très stylé ceci dit. Atari son Jaguar VR, Virtuality une sorte de casque monstrueux, et Forte son VFX 1. Wow, that is stereo. Awesome 3D. Get back. To come back to reality, what a concept. Cette période est fascinante, avec ses héros, ses promesses et ses designs complètement ouf qui en sortaient. Les années 90 ont vécu pendant un moment leur propre vision du futur, et ils sentaient bon le plastique et les polygones colorés. C'est d'ailleurs dans cette période qu'apparaît le genre du cyberpunk, une branche de la science-fiction qui s'intéresse beaucoup aux nombreuses questions qui sont soulevées par l'usage de la technologie dans un monde dystopique. Des œuvres iconiques comme le Neuromancien, Tron, Cyberpunk, Ghost in the Shell, La Cité des Permutants, L'homme à la tondeuse à gazon abordent tous de près ou de loin la réalité virtuelle et ses conséquences pour l'humanité. Les auteurs imaginent que la VR permettra de développer l'intelligence de façon extraordinaire, ou de visiter ce qui se passe dans un ordinateur, ou de vivre la vie des gens, comme la Braindance de Cyberpunk 2077. Et on peut mesurer l'optimisme de l'époque au fait qu'ils voyaient la VR comme une technologie éventuellement problématique parce qu'elle serait un peu trop réelle pour notre bien, pas parce qu'elle donnerait la gerbe. Bref, les années 90 étaient une lune de miel technologique, mais l'échec monumental de Virtual Boy, un dispositif inventé par Nintendo et qui ne pouvait afficher que du rouge sur fond noir en rendant semi-aveugles ses utilisateurs, a été un atterrissage brutal et a fini de détruire la confiance du grand public dans ce genre de technologie. L'écart entre les attentes et la réalité était juste trop important et il faudra attendre encore de nombreuses années avant un crowdfunding historique qui permettra l'émergence des casques à la maison. Oculus Rift, HTC Vive, Oculus Quest et ainsi de suite commençaient à s'inviter dans les salons, mais on ne savait pas encore trop si ça allait devenir un incontournable d'une vie connectée ou si ça resterait un truc confiné à l'industrie et aux joueurs fortunés. Voilà, c'est à peu près là où on en était au début du XXIe siècle. Un état où les rêves d'immersion étaient encore assez loin d'être satisfaits. J'ai d'ailleurs retrouvé une vieille interview que l'ancêtre a fait, ça peut donner des idées, alors bouge pas. Ah voilà. Je m'appelle Anatole Lécuyer, je suis directeur de recherche chez INRIA. Les visiocasques actuels sont une prolongation de concepts qui datent des années 1970, donc ça fait presque 50 ans. Donc on a un rendu qui est bien meilleur qu'il y a 50 ans, bien évidemment. Néanmoins, il y a pas mal de limitations actuelles. Donc le champ de vision est assez restreint, vous avez l'impression d'avoir des œillères. Il vous manque souvent plein de sensations, des sensations tactiles, de l'olfactif, le gustatif. La capacité de mouvement est souvent très très réduite. Vous vous rendez compte, si vous faites un petit peu attention, qu'il vous manque pas mal de choses. Il vous manque beaucoup de sens et beaucoup de capacité d'action et d'interaction. La plupart des dispositifs sont encore branchés par fil, ce qui empêche les mouvements libres. Leur champ de vision est restreint,
classiquement 100 degrés à l'horizontale au lieu des 210 degrés de la vision humaine. Il restait une grosse incohérence non résolue entre avoir son personnage qui se déplace partout dans un univers virtuel et le corps qui reste au même endroit dans la réalité, et il ne stimulait que 2 des nombreux sens qui forment notre expérience cohérente du monde. La vue et l'ouïe, c'est un bon départ, mais il reste le goût, le toucher, l'odorat, la sensation de température, le sens de la position des parties de notre corps dans l'espace et de leur mouvement, le sens de l'équilibre, les sensations qui viennent de nos organes, et ainsi de suite. La question était donc, comment rendre cette expérience virtuelle crédible à notre perception et avoir un sentiment de présence, donc avoir l'illusion d'être physiquement dans la simulation et d'oublier que l'on est chez soi avec un casque sur la tête, avachi dans notre canapé. Les chercheurs et ingénieurs ne manquent pas d'idées, entre des casques qui envoient des odeurs dans le nez, des vestes qui vibrent, des gants à retour de force qui simulent la préhension, des dispositifs qui chauffent ou qui se refroidissent, et cette approche consiste à ajouter des sens les uns après les autres en créant à chaque fois un appareil adapté. Mais une autre approche complémentaire existe, elle consiste à utiliser des illusions qui se basent sur les biais de perception que nous avons tous, bref, à hacker notre cerveau. On va se concentrer ici sur 3 aspects. Comment recréer l'illusion du toucher, comment recréer l'illusion du mouvement et l'illusion d'avoir un corps dans un monde virtuel. Commençons par le toucher, et pour cela, changeons de décor. Alors, ça, non, pas ça, trop excitant, trop déprimant, voilà. Le toucher a une particularité. C'est le sens dont le capteur est aussi le plus grand organe du corps. Nous avons jusqu'à 2 mètres carrés de peau qui sont remplis de récepteurs. Corpuscules de Ruffini, de Pacini, de Meissner, de Merkel. Ces récepteurs du toucher, ou haptiques, renseignent sur la pression, la rugosité, l'étirement et ainsi de suite. Pour stimuler ces récepteurs, les ingénieurs ont d'abord tenté leur chance avec des vêtements vibrants, plutôt épais. Batterie, vibreur, tout ça a été inclus dans un dispositif qui pesait jusqu'à quelques kilos, dont l'effet était entre la vibration générale d'un énorme caisson de basse et le siège de massage d'un aéroport. Quelques travaux de recherche convergeaient déjà vers des vibreurs souples, sans batterie et activés à distance, que l'on aurait pu donc multiplier pour avoir une sorte de combinaison avec plusieurs centaines de points de contact, mais la recherche sur les illusions prouve ici encore son utilité. Il existe en effet de très nombreuses illusions haptiques ou illusions du toucher. Par exemple, les illusions visuelles ont aussi leur équivalent haptique. Si on fait un objet physique, de l'illusion de Bourdon ou de l'illusion de Müller-Lyer, et que l'on fait palper ces objets, l'illusion fonctionne encore. Dans le premier cas, le toucher nous fait croire qu'il y a un angle dans cette droite, alors que non. Et dans le deuxième, on croit que la barre du milieu est plus petite lorsque les flèches pointent vers l'extérieur. Un article de Vincent Hayward compile de très nombreuses illusions de ce genre. Un objet plus froid paraîtra plus lourd que le même objet à température ambiante. Vous pouvez d'ailleurs faire l'expérience chez vous en mettant une pièce de monnaie dans un congélateur. Ou après avoir appuyé à l'intérieur d'un bol avec le plat de la main pendant un moment, une surface plate vous semblera convexe. Ou lorsque l'on fait vibrer rapidement une partie du corps plusieurs fois et que l'on fait vibrer ensuite rapidement une autre partie du corps, on va avoir l'impression que ces vibrations se déplacent du point à l'autre, ce qui a été nommé l'illusion du lapin sauteur. Bref, il y en a des tonnes, mais voyons celles qui sont directement applicables à la réalité virtuelle. L'illusion du funneling est l'une de celles que l'on connaît depuis le plus longtemps. C'est ce qui arrive lorsque l'on fait vibrer en même temps 2 points différents du corps, et que le cerveau invente une vibration fantôme qu'il place au milieu des deux. Cet effet est impressionnant parce qu'il arrive même à reproduire une impression de vibration en dehors du corps. Si on fait vibrer les 2 mains, on aura l'impression que c'est le vide entre les deux qui s'agite. Ce type d'inférence de la part du cerveau a été exploité par l'équipe de Vincent Hayward. Ils ont créé un tube creux, vide, avec juste un vibreur qu'ils ont donné à des volontaires. Lorsqu'ils bougeaient le tube, celui-ci vibrait de la même façon qu'il l'aurait fait si une bille s'était déplacée à l'intérieur, et l'illusion fonctionnait très bien.
Les gens avaient vraiment l'impression qu'une bille se baladait dans le tube. De façon générale, ces effets marchent mieux si la personne qui en fait l'expérience participe activement et qu'elle est impliquée dans l'illusion avec tous ses sens, notamment la vision. Un exemple. Avant de prendre un objet, nous faisons automatiquement une estimation de son poids grâce à nos yeux. On s'en rend compte que les fois où on se trompe, quand c'est un truc beaucoup plus lourd ou beaucoup plus léger que ce que l'on pensait, et qu'on se retrouve déstabilisé. L'illusion de Charpentier montre que ces estimations se basent notamment sur la taille de l'objet. Lorsque l'on porte 2 balles du même poids mais de taille différente, la plus petite paraîtra la plus lourde. Un chercheur a même démontré qu'une boîte sur laquelle il est écrit « lourd » paraîtra plus lourde qu'une boîte où c'est écrit « léger ». Et la vitesse de l'objet influe aussi. Plus c'est lent, plus on estime que c'est lourd. Pour la réalité virtuelle, cette importance de la vision est une opportunité. On peut s'appuyer dessus pour créer des illusions crédibles et moins coûteuses que l'alternative technologique. Imaginez les sensations qu'il est possible de créer avec quelques vibreurs et un peu de suggestion. Ou même sans vibreurs du tout et beaucoup de suggestions, comme dans le cas des illusions pseudo-haptiques. L'idée est toute simple. On fait varier la vitesse du curseur de la souris en fonction du relief d'une image. À la montée d'une bosse, on le ralentit, à la descente, il accélère. Et juste en jouant sur la vitesse de ce curseur, 100% visuel donc, on recrée la sensation du toucher. C'est donc l'observateur qui crée l'illusion tout seul. Cet effet a été découvert par Anatole Lécuyer pendant sa thèse et montre bien que toutes les solutions ne sont pas technologiques. J'étais un jeune doctorant fringant et avec envie d'en découdre avec la réalité virtuelle, et j'avais la chance d'avoir une super technologie haptique assez élaborée à ma disposition, mais il est tombé en panne et il est parti pour 6 mois de réparation. Et dans une thèse, c'est catastrophique quand on a 6 mois de retard, et que j'ai été obligé de trouver un chemin un petit peu de traverse dans ma thèse et de trouver ces illusions tactile, avec quelques astuces finalement parfois bien moins chères qu'une réponse technologique. On arrive à générer chez la personne la sensation qu'on visait au départ. Comme on le voit, ces illusions ont moins à voir avec les récepteurs eux-mêmes que la façon dont le cerveau interprète ces signaux. Autant de pistes qui pourraient nous aider à arriver un jour à un état d'immersion proche de celui qu'on observe dans la braindance de Cyberpunk. Mais incorporer le toucher n'est clairement pas suffisant. Il va falloir rajouter d'autres sensations, comme celle de se déplacer dans l'univers virtuel. Et il se trouve que l'idée d'exploiter les failles du cerveau, ces angles morts naturels pour lui faire croire ce que l'on veut, est particulièrement efficace pour l'illusion de mouvement. Changeons d'ambiance. Le déplacement dans l'espace est un sujet embarrassant pour la VR. Lorsqu'on est à l'intérieur d'un bateau et que notre vision ne bouge pas mais que notre oreille interne dit que ça bouge, on a la nausée. Dans la réalité virtuelle, c'est le même phénomène sauf que l'image bouge et le corps reste en place, et ce décalage est à la base du malaise au nom le plus stylé, la cyber sickness. Il varie d'une personne à l'autre, mais reste un gros problème pour l'adoption de la VR, et beaucoup de chercheurs s'attachent à résoudre ce problème. Une solution est de faire en sorte que tous les sens se synchronisent de nouveau, par exemple en stimulant l'oreille interne directement par des courants électriques. D'autres solutions sont envisagées, comme de stimuler la vision périphérique pour que ce soit raccord avec les mouvements de la tête, et d'autres travaux montrent qu'en piétinant sur place et en faisant avancer l'image de façon raccord avec les mouvements de la tête, on réduit cette nausée. Une autre approche est de combiner plusieurs sens pour reproduire l'illusion de mouvement. L'illusion de vection est ce qui nous arrive lorsqu'on est dans un train à l'arrêt et que le train d'à côté bouge. Du coin de l'œil, on observe un mouvement et de façon instinctive, on a l'impression que c'est nous qui avançons dans le sens opposé alors qu'on est toujours immobile. Cette illusion peut être renforcée en ajoutant un sens qui vient la confirmer, le toucher. Dans une expérience, Anatole et ses collègues ont placé un cobaye devant un écran qui affiche un mouvement dans une direction donnée, et cette personne devait tenir une sorte de joystick qui tirait sur les mains du cobaye lorsqu'il y avait des accélérations à l'écran et qui poussait sur ses mains lorsqu'il y avait des freinages. Ces mouvements reproduisaient l'effet d'inertie et augmentaient chez l'observateur la sensation de vection. Tout ça est très cool, mais on reste assis et pour recréer le mouvement du corps en entier, d'autres pistes sont envisagées. Comme d'habitude, la solution technologique semble évidente et on a pu voir une flopée de startups lancer des crowdfunding dans tous les sens
pour des tapis roulants omnidirectionnels, des surfaces glissantes, des harnais, mais rien n'était vraiment très convaincant. Ça reproduisait assez mal la sensation de marche, et en attendant de trouver une solution, la plupart des jeux optaient pour des systèmes de téléportation ou de déplacement passif. Et là encore, les illusions sont utiles. Dans une expérience assez célèbre, des personnes ont eu leurs yeux bandés et on leur a demandé de marcher en ligne droite sans s'arrêter. Sans indice visuel pour s'orienter, ces participants finissaient invariablement par avoir une trajectoire chaotique et qui comportait parfois des cercles de 20 mètres de diamètre alors qu'ils pensaient sincèrement marcher tout droit. Nous sommes absolument nuls pour nous orienter si nous n'avons plus nos yeux. Ce constat est à la base d'une astuce importante de la réalité virtuelle, la marche redirigée. Dit simplement, elle consiste à manipuler la vision de l'observateur subtilement pour le faire tourner de façon imperceptible dans la réalité ou pour qu'il pense avoir parcouru une bonne distance alors qu'il a fait quelques mètres. La clé de cette méthode est dans le subtilement, puisque pour que le tour de magie fonctionne, il ne faut pas que l'on se rende compte que l'on se fait avoir. Heureusement pour les chercheurs du domaine, nos cerveaux sont complètement nuls à s'orienter et on a une très mauvaise compréhension de l'espace. On a par exemple une perception assez limitée des distances en réalité virtuelle, que l'on sous-estime, et notre perception des angles et des volumes est également biaisée. Les chercheurs peuvent alors créer des univers virtuels où une rotation de tête n'est pas exactement équivalente à une rotation de tête dans le monde réel, et manipuler ainsi l'observateur. Sur quelques mètres, on peut ainsi faire tourner une personne d'un côté ou de l'autre, alors qu'il pense vraiment marcher tout droit. Et la technique mentionnée en début de vidéo est encore plus astucieuse, puisqu'elle profite des mouvements des yeux pour carrément décaler l'image sans que ce soit même perçu. Il existe une recherche assez touffue sur ce sujet, avec des expériences assez folles qui font se dire mais comment est-ce qu'ils se rendent pas compte qu'ils ne marchent pas droit? Et c'est peut-être ça le truc à retenir. D'autres façons de percevoir les espaces et les distances dans la vie réelle est aussi une sorte d'hallucination biaisée qui marche à peu près, mais qui n'est pas du tout une mesure précise de l'environnement. En fait, la réalité virtuelle en dit long sur notre façon dont notre cerveau interprète le monde et essaye de lui donner du sens. Ces quelques tours de magie sont certes bien pratiques pour ceux qui développent ce qui seront peut-être les dispositifs du futur, mais ils nous permettent surtout de prendre en flag le cerveau dans des mécanismes qu'il fait pourtant tous les jours sans qu'on en soit conscient. Et là où c'est le plus flagrant, c'est sur le phénomène des avatars. Le sentiment de présence dont on a parlé n'est pas le seul objectif à atteindre pour rendre une expérience virtuelle crédible. Et de nombreux chercheurs travaillent à améliorer notre incarnation. Dans la mythologie grecque, Prothée est une divinité marine qui a le pouvoir de se métamorphoser. Comme l'eau, il peut prendre toutes les formes qu'il veut, et c'est un phénomène que notre cerveau semble posséder également. L'effet de Prothée décrit le phénomène par lequel le comportement d'une personne est changé par les caractéristiques de son personnage virtuel. Plusieurs études ont pu mettre en évidence le gain de confiance en soi qui ont survenu après qu'une personne ait intégré un avatar attirant ou plus grand que les autres. Les personnes adoptent inconsciemment des comportements sexualisés assez stéréotypés lorsque leur personnage l'est. Bref, nous avons une capacité incroyable à nous projeter dans un corps qui n'est pourtant pas le nôtre. Les applications sont nombreuses et étonnantes, et une belle illustration est le concept de la brain dance de Cyberpunk. Cette expérience est finalement celle d'une empathie totale, où l'on est projeté dans les chaussures de quelqu'un d'autre pour ressentir ses sensations et ses émotions. L'effet de Prothée ultime. Et de fait, pouvoir enregistrer ces expériences sensorielles en détail afin que d'autres personnes puissent le revivre pourrait ne pas être si éloigné de la réalité. Donc les lifelogs, là, le fait de pouvoir enregistrer tout ce qu'on fait, tout ce qu'on ressent, là c'est un sujet effectivement qui n'est pas nouveau. Hein. Ça fait quelque temps que des chercheurs au Japon ou ailleurs vont essayer de proposer des systèmes qui permettent d'enregistrer sa vie et du coup de revenir dans ces expériences sensorielles, limitées par les capteurs et les actionneurs actuels. Mais bon voilà, l'idée elle est effectivement développée depuis pas mal de temps. Et donc la réalité virtuelle peut être un moyen de s'immerger dans ces enregistrements sensoriels. Donc dès le 21e siècle, il existait déjà des prototypes pour revivre sa propre vie et a priori celle des autres. Le futur, quoi. Ensuite, l'empathie et le fait de pouvoir vivre une expérience à la place de quelqu'un, c'est effectivement quelque chose qui est très étudié, notamment en rapport avec la question de l'avatar et de l'incarnation virtuelle. Dans plusieurs études, il est montré que en se mettant à la place de quelqu'un d'autre en réalité virtuelle et en vivant une certaine expérience, alors ça peut modifier une opinion que vous aviez sur un sujet. Quand on vit ces expériences et que ça nous touche de manière importante, c'est un levier pour pas mal d'applications, effectivement. En fait, notre cerveau semble très heureux de se glisser dans tout ce qu'on lui offre, même si c'est un corps avec des membres en plus. Anatole et ses collègues se sont amusés à mettre en évidence ce phénomène particulier
en ajoutant carrément un doigt virtuel à des volontaires. Alors l'expérience du 6e doigt, c'est une expérience vraiment étonnante. On enfile un casque de réalité virtuelle, on regarde sa main, et à la place de sa main réelle, il y a une main virtuelle qui suit parfaitement les mouvements. On regarde sa main, on peut bouger ses doigts, et on a cette main virtuelle qui réagit de la même manière. Et puis certaines personnes mettent un petit peu de temps à réaliser que mais il y a un truc un peu bizarre, il y a un 6e doigt. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a toute une procédure pour faire ressentir ce 6e doigt, pour qu'il devienne physique. On pose sa main et la main virtuelle donc sur la table, et on a un pinceau qui vient brosser les doigts. Dans la vraie vie, on a un expérimentateur en face de vous qui brosse vraiment les doigts aussi. Donc vous avez les sensations de caresse ou de brossage des doigts réels. Mais quand le pinceau virtuel passe sur le 6e doigt, à ce moment-là, on triche. C'est-à-dire que l'expérimentateur, lui, va brosser l'annulaire, mais de manière bien synchronisée avec la stimulation visuelle. Et donc vous allez ressentir une sensation tactile au moment où le pinceau virtuel brosse le 6e doigt. Et ça, c'est assez troublant, mais très rapidement, les gens vont projeter cette sensation tactile sur ce 6e doigt, et ils vont finir par ressentir un doigt en plus. Et ce qui est le plus troublant, c'est quand on appuie sur un bouton et qu'on revient à une main virtuelle à 5 doigts, souvent les gens nous disent à ce moment-là, mais j'ai l'impression qu'on m'a coupé un doigt et qu'il me manque quelque chose. Et donc on voit vraiment, on constate cette intégration qui s'est produite de ce 6e doigt dans le schéma corporel de la personne, même en réalité virtuelle. Ce n'est pas la seule expérience où on a pu constater que le cerveau s'adaptait rapidement à un nouveau schéma corporel. La main en caoutchouc est une expérience historique, qui se reproduit très facilement chez soi d'ailleurs. Dans celle-ci, le participant finit par être convaincu que la fausse main fait vraiment partie de son corps, à tel point que lorsqu'elle est menacée, ce sont exactement les mêmes régions que lorsqu'il y a une véritable menace physique qui sont activées. Dans un univers cyberpunk, où les prothèses servant à augmenter l'individu sont la norme, on peut complètement imaginer que ce type de méthodes sont largement utilisées pour aider leurs porteurs à intégrer ces extensions dans leur schéma corporel. Cette capacité à transférer notre corps par la pensée est utilisée dans des thérapies pour le traitement des membres fantômes, avec des boîtes à miroirs ou des casques de réalité virtuelle. De façon plus exploratoire, des troubles psychologiques comme des traumatismes ou des peurs sont parfois traités avec de la VR. Et dans Cyberpunk, la braindance est aussi utilisée à des fins thérapeutiques pour réparer la psyché des personnes qui souffrent de leurs implants trop nombreux. Cette capacité à intégrer d'autres objets dans le schéma corporel a été poussée à l'extrême dans une expérience où les chercheurs arrivent littéralement à donner l'impression aux participants qu'ils sont sortis de leur propre corps. En utilisant plus ou moins les mêmes techniques que précédemment, mais dirigées vers une caméra, des chercheurs ont pu faire en sorte que les cobayes aient l'impression d'être à l'endroit de la caméra. Pire, pendant l'expérience, ils avaient moins l'impression que le corps qu'ils regardaient était le leur. Une véritable dissociation grâce à la VR. On imagine assez bien comment de telles techniques peuvent être utilisées pour nous faire intégrer un personnage virtuel et rendre notre expérience virtuelle plus immersive, plus personnelle ou plus étrange. Mais il est temps de conclure, alors rentrons à la maison. Notre cerveau essaye de rendre notre expérience de la réalité relativement cohérente, en intégrant différents sens entre eux du mieux qu'il le peut. En faisant cela, il émet plein de prédictions dans tous les sens. Si ça vibre ici et là, alors ça doit vibrer au milieu. Et ces prédictions peuvent être trompées et détournées pour la création de dispositifs qui améliorent notre expérience dans des mondes virtuels. Mais si cette application pratique est chouette, la réalité virtuelle se révèle aussi, et peut-être surtout, un formidable outil pour étudier notre façon de réfléchir. En faisant partie intégrante des laboratoires de psychologie qui étudient la perception, la VR permet de mieux se comprendre au final. Bref, voilà, je suis sûr qu'il y a un truc très poétique à sortir de tout ça en conclusion. Mais bon, ça c'est ce qu'aurait fait mon ancêtre. Moi, On se dit à la prochaine fois et... il y aura peut-être pas de prochaine fois en fait. Allez, tchuss! Cet épisode est un partenariat avec Cyberpunk 2077, sans qui on n'aurait pas pu s'investir autant dans la mise en scène. Les décors et les animations 3D ont été le fruit du travail de Victor Drapeau, les ambiances sonores et la musique de Arslan Elbar, un gros coup de main de la part de Jordan qui s'est occupé de tout le métro, et le reste, c'est votre serviteur, le 3000.
Vous pourrez trouver tout le travail de ces gens-là dans la description, comme d'habitude. Les illusions sensorielles appliquées à la réalité virtuelle sont un sujet qui me fascine depuis la lecture de l'excellent livre de Anatole Lécuyer, sur lequel je me suis d'ailleurs beaucoup appuyé, et que je vous recommande fortement par ailleurs, il est aussi dans la description. Et lorsque CD Projekt m'a demandé si on pouvait faire une collaboration, ça m'a paru comme une évidence. Cyberpunk 2077 est un jeu de rôle en première personne qui se passe dans un univers dystopique cyberpunk, donc un univers futuriste où les méga-corporations ont plus de pouvoir que les États, et il y a des humains augmentés de partout, et ça me fait beaucoup rire de présenter ce jeu, très franchement, parce que c'est un phénomène planétaire qui est attendu depuis genre 2012. J'ai pas le temps d'attendre, à moi. Du coup, j'ai un peu l'impression de le présenter pour environ 3 personnes, mais ça donne un petit côté intimiste, c'est cool. Du coup, ce jeu a été créé par le même studio qui a fait l'inénarrable Witcher 3, sur lequel j'ai passé 142 heures et 20 minutes de ma vie. Autant vous dire que j'ai hâte de niquer ma productivité de nouveau. Le jeu vous permettra de vivre différents métiers du futur, de travailler pour différentes factions du futur, de vous immerger dans un univers riche du futur sur lequel des équipes ont travaillé d'arrache-pied depuis 8 ans. Le jeu n'est même pas sorti qu'il a déjà gagné plus d'une centaine de prix à l'E3, et ouais, j'ai vraiment très hâte de pouvoir essayer tout ça de mon côté, comme une bonne partie d'entre vous j'imagine. En attendant, si on arrive à se sortir du jeu, on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode avec beaucoup moins de 3D, soyez-en certains. À toutes!